football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez un site, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Hello everyone and welcome to the zone. Et oui, on s'est mis un petit peu à l'heure américaine. Voilà, élection oblige. On est tous un petit peu groggy évidemment. On a eu l'enchaînement Donald Trump plus la défaite du Paris Saint-Germain. Mais on est bien là, autour de cette table pour la zone. Regardez un petit peu le fond magnifique quand même qu'il y a juste derrière moi. On remercie évidemment Brian Neveu pour tout ce taf de graphiste qui est magnifique. Regarde ça. Regarde ça. C'est beau, hein. What else? En mode Ligue des Champions. Oui, en mode Ligue des Champions. Toutes les chaînes, tous les médias nous l'envient, Brian Neveu. Les petits rappels habituels, bien sûr. Abonnez-vous sur la chaîne de la zone sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. J'ai vu sur YouTube, on a plus de 270 000 abonnés. Donc voilà, on ne cesse de grimper. C'est normal, on a de plus en plus d'invités. C'est grâce à vous. Et puis aussi la petite cloche. Voilà, actionnez-la pour recevoir toutes les notifications chaque fois qu'une vidéo sort. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours aussi bon. Hein. Ah, je crois que tu es toujours aussi beau. Voilà. Non, bon. Ouais, ok, on a plein de choses à voir ensemble. Les zonards du jour, vous les connaissez, vous les reconnaissez, bien sûr. Jo, Boris et le retour d'un des tout premiers zonards. Ricky Fati est avec nous. Comment ça va, mon cher Salut Alex. Bah écoute, très bien. Content d'être de retour parmi vous, les gars. Plaisir de te voir. Zonard un jour, zonard toujours, comme on dit. Bah oui, bien sûr, le retour aussi de Bobo qui était en vacances. Je me suis fait tatouer zonard un jour, zonard toujours, d'ailleurs. Only la zone can judge me, t'as mis dans le dos. Exactement. La zone can judge me. Ça, c'est sur le ventre. Et lui, il a des flèches. Ouais, ça, c'est Jo, ça. Moi, j'ai mis un dauphin, là. Je veux pas savoir. Bonjour à tous. Globalement, comment vous vous sentez après cette... Alors, on tourne le lendemain de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético. Alors, juste... de Sparta Prague-Brest. Oui, de Sparta Prague-Brest, aussi. Bien sûr. Alors, juste, non, j'ai un fauteuil, une chaise qui n'arrête pas de tourner, donc même si je ne bouge pas, donc voilà, soyez pas... Tu tiens plus en place, quoi. Mais non, mais vraiment, à chaque fois que je suis comme ça, automatiquement, elle penche vers la droite. Évidemment. Voilà, un petit peu comme les opinions politiques. Non, comment vous vous sentez donc après, on tourne au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain contre l'Atlético, rapidement, avant qu'on ouvre vraiment l'émission, là, dans quel mood vous êtes? Excellent, moi. Excellent. Bobo. Moi, je suis deg, parce que la semaine dernière, j'étais pas là pour débriefer le Classico, où j'aurais pu me faire un peu kiffer. Et là, je reviens pour débriefer. Tu peux débriefer le Classico. Écoute, je vais débriefer que le Classico. Alors, franchement, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Paris au forcément. Donc là, j'ai un peu le seum. Ouais. Et toi, mon Ricky? Forcément déçu. Ouais. On en reparlera, mais forcément déçu de cette fin un peu tragique. Ouais, de notre équipe. Un jour sans fin, vous voyez. Bonjour l'ambiance sur le plateau de la zone. On ouvre l'émission, let's go. Comment ne pas débuter cette émission par la Ligue des Champions et la rencontre PSG Atlético. Évidemment, on vous lit, on vous entend. On entend les cris, les SOS de vous, supporters parisiens en détresse. Rapidement, messieurs, est-ce que c'est dur à l'heure actuelle d'être supporter parisien? Boris. En Ligue des Champions, c'est un peu dur, ouais. Non, je pense que j'étais bien groggy après le match, à partir de la 92e, 93e minute. J'avais qu'une seule envie, c'est d'aller regarder la quotidienne de la Starac, pour tout te dire. J'en étais réduit à ça. D'ailleurs, c'est une très bonne saison. Je fais un aparté, bref, c'est une très bonne saison. J'ai lâché. Mais je me suis quand même fait la réflexion pendant le match que j'avais l'impression de l'avoir déjà vu, peut-être 2 fois, ce match-là. Et on commençait un jour sans fin, là, et moi j'en peux plus en fait d'avoir le sentiment qu'on va jamais réussir à débloquer la situation et qu'on se remet en galère, assez rapidement dès qu'on prend les devants en plus. Donc, Bon ouais, ok, vas-y. Si tu veux, je te dérange, je peux repartir. Non, mais j'attendais. J'ai l'impression que tu t'es un peu perdu dans ta réponse, que tu étais bien au départ et qu'après tu t'es dit, bon, je sais plus quoi trop, machin, un truc. Ricky, c'est vrai que je ne sais pas si tu es supporter parisien, mais bon, tu es parisien dans l'âme de naissance, donc voilà, tu t'imagines un petit peu à la place de tous ceux qui, chaque week-end, se lèvent à chaque but du Paris Saint-Germain. Là, on a l'impression que depuis le début de saison, chaque match de Ligue des Champions se ressemble un petit peu, quoi. Ouais, c'est une grosse frustration. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à assimiler la nouvelle formule. Parce que autant au début, on se dit, bon, on a du temps, on a lâché un match, puis un autre. Là, on sent qu'il y a urgence. Alors, je pense qu'on reviendra plus sur le côté technico-tactique de la rencontre d'hier. Mais force de constater que Paris n'y arrive pas, quoi. Dans cette Champions League,
Parce que là, ils se rendent compte qu'il y a une vraie adversité, que toutes les équipes jouent à fond, parce qu'il y a des points à prendre. Mais Paris n'y arrive pas. Alors, il y a plein de raisons. On va en parler, mais globalement, oui, on peut être que déçu pas de la prestation, forcément, ou on parlera, mais des résultats. Donc, oui. C'est vrai que ça peut être un des facteurs. Toi, tu penses que. Je te vois sourire, je sens que tu as préparé un truc dans ta tête. Non, j'ai rien préparé. Juste, vous avez raison de parler de la formule. Ouais, mais il faut différencier de la formule et le fait que Paris peut-être a du mal avec cette nouvelle formule, avec le niveau de l'équipe. C'est deux choses différentes. L'année dernière, c'était déjà compliqué de se qualifier avec l'ancienne formule. Ils sont qualifiés au dernier match, c'était compliqué. Il y avait eu un partout, je crois, dans les dernières minutes. Un but de Warren Zaïre. Voilà, bref. Je pense que c'est surtout... Tout à l'heure, tu nous demandais si on était inquiet ou si c'était bien d'être supporter du PSG. Je pense vraiment qu'au final, depuis le départ de Neymar, Verratti, Messi, des joueurs de foot, quoi, on se rendait... Nous, en vrai de vrai, on savait, tu vois. Mais depuis... C'est compliqué d'être supporter du PSG tout court. Pas forcément qu'en Ligue des Champions. Ce que tu vois en championnat, même à Marseille, tu vois. Je suis désolé, mais à la base, je suis supporter du PSG, mais j'en ai rien à faire du Classico. Vraiment, c'est devenu un truc tellement anodin. Même à la limite, un match nul, ils sont tellement contents, les Marseillais. Enfin, je m'en fous, en fait, total, quoi. Donc, ça dépend ce que tu cherches quand tu suis le PSG par rapport à ce que tu as eu. On en parlera. Comme tu disais, on en parlera tout à l'heure, mais en termes de niveau, je trouve ça c'est vrai qu'il y avait assez difficile. Quoi. Il n'y a pas si longtemps, il y avait Herding sur ce plateau qui nous disait ouais, mais on ne se rend pas compte qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait des joueurs de fou au Paris Saint-Germain. Ouais, c'est vrai que ça remonte un petit peu. Globalement, est-ce que vous attendiez à ça hier soir, enfin mercredi soir? Est-ce que vous attendiez à une défaite du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous aviez imaginé tous les scénarios possibles, sauf celui-là, de cette manière-là? Honnêtement, Bobo. Non, au contraire, et je pense que c'est ça qui est assez embêtant, parce que de semaine après semaine, moi, j'ai aucune certitude avec le club en Ligue des Champions, de la frustration à chaque fois, parce que tu as l'impression, mais à force d'avoir l'impression, je me demande si on a vraiment autant que ça la maîtrise que ce que je le pensais, parce qu'on est aussi, c'est un peu galvaudé avec la Ligue 1, où il y a une vraie différence d'adversité, et quelque part, la frustration, elle naît aussi de là, parce que je pense qu'on a quelque part une forme d'attente, même si on n'est pas trop dur, je trouve, avec le club cette année, parce qu'on s'est dit, OK, en reconstruction, moi je l'ai dit assez, tu vois, l'âge de l'équipe, l'expérience, etc., etc. Une fois qu'on a donné tous les arguments, il reste quand même beaucoup trop de frustration et beaucoup trop de sentiments où tu as l'impression qu'on est que le plafond de verre, on ne peut pas le casser. Moi, c'est un peu ça qui m'embête, parce que je vois pas trop la marge de progression de cette équipe-là. Bah, quand même, devant le but, quand même. Pardon ? Devant le but. Oui, non, mais c'est pas dans l'absolu. Oui, je suis d'accord. Concrètement, en fait, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire mieux. Ouais. Tu vois, et c'est ça qui m'emmerde. Enfin, j'ai l'impression que cette équipe, elle n'est pas forcément capable pour l'instant de faire mieux que ça. Et j'ai pas beaucoup de... C'est notre point de discorde avec Alexis quand on a préparé la mission par rapport au coach. C'est un peu ça. Mais... Bah vas-y. Non, mais c'est parce que en fait, c'était le sujet. On allait y venir après, mais on peut en y venir maintenant. Si tu fais le point, tu dis comment tu juges le travail de Luis Enrique? Tu te dis quoi? Il peut faire quoi de mieux quand tu as 22 tirs, 9 tirs cadrés, en face ils ont 3 tirs cadrés sur 3 frappes, ils mettent 2 buts dont à la dernière seconde, t'es le coach du PSG, j'ai l'impression que c'est un jour sans fin aussi avec le coach du PSG. Moi je câblerais. Hein. Non mais tu vois, tous les coachs du PSG, ils se retrouvent confrontés à des situations qui existent quand même très peu ailleurs, quoi. Le fait de se le prendre à la dernière seconde hier, quand t'es le PSG... Ouais, nous on est habitués. Non mais ça arrive avec quel autre club, à part Marseille aussi, tu vois, on en parle souvent, c'est un peu des frères... frères ennemis, ouais, mais un peu les frères clowns, quoi, de l'Europe. Lucky Loser, quoi. Et tu te dis, tu vois l'action, le contre, Griezmann qui a le ballon... Moi, je me le dis direct. Tu te dis, bon, allez, quand Oblak qui relance la balle et qui relance vite. Mais après, la nouvelle formule, encore une fois, fait que tu peux perdre ce match. Donc, ça veut dire, pour toi, tu es d'accord avec ce que Luis Enrique disait, dans le sens... quand il dit qu'il a de la malchance, donc tu es d'accord avec ça? Je pense pas que ce soit de la malchance. Je pense que il peut pas dire que la ligne des 3 devant est faible. Parce qu'au final, quand tu fais vraiment un constat factuel, tu te rends compte que la ligne de 3 devant d'attaque, c'est la pire depuis que le Qatar est arrivé, depuis la RQSI. Ils ont pas marqué un but en 4 matchs avec des champions. Non, en tout cas, c'est clair que c'est la moins efficace. Et je te même pas parle des 3, je te parle des 3 plus leurs remplaçants. À l'époque, tu avais Ibra, même Lavezzi marquait, tout le monde marquait. Après, tu as eu l'ère Mbappé, Neymar, ils marquaient tout le temps. Tu mets ces mecs-là devant,
Hier, le match, tu le gagnes 4-0, 4-1 ou 5-1. Normalement, oui. Tu vois? Mais ça fait 4 matchs qu'on se dit ça, quoi. Non, non, C'est en termes de inquiétant. stats, de domination, moi je trouve que le milieu de terrain rempli. C'est bien que ce soit là parce qu'on va en parler un peu, tu vois, mais je trouve que le milieu de terrain du PSG est extrêmement performant, ce qui fait que cette équipe. Enfin, Donne l'impression non, que... mais cette équipe domine ses adversaires, mais largement. C'est-à-dire que la construction de l'animation offensive, des actions offensives du PSG sont extrêmement bien amenées. Ils ne sont pas mis en danger, que ce soit dans le contre-pressing, ils récupèrent très haut, au milieu de terrain. Ils font les décalages pour Hakimi ou pour Nuno Mendes. Enfin, vraiment, les trois du milieu, que ce soit avec ou sans Fabian Ruiz, avec ou sans Zaïre Emery, ils sont 5 à jouer, à peu près, 4 ou 5. À chaque fois, dans les 3 matchs de Ligue des Champions au Parc, ils ont été, je trouve, extrêmement performants. Ah, mais elles sont là, les limites du PSG, parce qu'ils sont performants. Les matchs contre l'Atlético, on en a vu plein cette saison au PSG, même les saisons d'avant. La seule différence qu'il y a par rapport aux saisons précédentes, c'est qu'ils arrivaient à tuer le match rapidement. Ils avaient des occasions, ils avaient ce grand joueur qui savait marquer, qui savait faire la différence, comme Zlatan, comme Kylian, à l'époque même Neymar. Et c'est pour cela, moi je rejoins particulièrement ce que disait notre ami Zonar Samir Nasri après le match. Il manque ce grand joueur au PSG. Et Luis Enrique a construit un collectif qui fait en sorte, d'accord, l'équipe se propose un projet de jeu vraiment intéressant, ça crée des décalages, ça crée des vraies opportunités, des vraies occasions, mais ils n'ont pas ce joueur pour finir en fait, et pour tuer ce match, parce que si tu mets les 2 buts ou les 3 buts même contre l'Atlético, on ne parle plus de Donnarumma, on ne parle plus de ses erreurs défensives. Temps aussi contre le PSV que rate Dembélé, les face-à-face, les trucs, enfin il rate des trucs quand même, je ne vais pas dire immanquables, mais quasiment immanquables. À ce niveau-là, je parle. À ce niveau-là, exactement. Pour moi, tu n'as même pas besoin d'une star, tu as besoin de 2 joueurs performants, tu vois. Genre, on parlera tout à l'heure, mais tu mets Zegrova à la place de Dembélé. En termes de réussite de ce qu'il entreprend, Zegrova, par rapport... Actuellement, je te parle. Ouais. Juste en comparaison. C'est quand même un joueur qui est censé être moins fort à la base que Dembélé. À la base, je te parle. En revanche, ses choix sont meilleurs, sa finition est meilleure dans les matchs de Ligue des Champions depuis le début. Dans ses grands matchs contre le PSG aussi, ça a été meilleur. Il a marqué quasiment à chaque fois. Tu mets Jonathan David devant, ce sera mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. Ils marquent leur but. Ça, c'est le constat qu'on a à l'instant T. Après, c'est vrai. Je t'ai pas cité une seule star. Hein. Je te dis juste qu'en termes de niveau, déjà, il y a quand même mieux à faire, quoi. Tu vois. Mais, alors, non, mais en fait, c'est assez particulier de juger comme ça à l'instant T, parce que Jonathan David, il est au PSG, est-ce qu'il serait aussi performant? Parce qu'on a quand même Colomoni qui est là, bon, Ramos, il est blessé, on ne peut pas trop en parler, Asensio, pour moi, ça reste léger dans le contexte du PSG. Moi, je pense qu'il manque ce grand joueur pour finir les actions, tout simplement, parce que les occasions, on les a, on sait les emmener, on sait les créer, comme tu l'as dit, ils ont réussi à faire sauter le verrou de Madrid plusieurs fois, parce qu'en plus on connaît la solidité de Simeone, mais le fait de ne pas marquer, tout simplement, en fait, le problème est là, c'est le fait de savoir marquer. Et, quand tu dis il manque un grand joueur, il manque un grand numéro 9. Ah oui, totalement. Ouais. Donc on y vient doucement mais sûrement. C'est vrai qu'on en avait parlé avant le début de saison. On disait qu'en l'état actuel, avec l'effectif, peut-être que le Paris Saint-Germain n'a pas besoin, puisque le projet de jeu de Luis Enrique peut très bien se faire comme il a fait avec l'Espagne, comme il a pu le faire avec le Barça aussi, avec un profil de faux neuf. Pour toi aujourd'hui, deux questions en une pour toi, Bobo. Qu'est-ce qui manque tout simplement à ce PSG-là? Et est-ce que tu arrives un petit peu à expliquer ce qui se passe concrètement au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Est-ce que tu arrives à mettre des mots à tout ça? Ce qui manque, c'est de l'efficacité, parce que voilà, on tourne autour depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est quand même criant depuis plusieurs matchs, que tu n'as pas forcément le joueur, en tout cas pour finir les actions. Et est-ce que c'est ça le problème principal du Paris Saint-Germain? Je pense que oui, parce que je vois pas, tu vois, tout à l'heure on parlait du coach, mais je vois pas ce que le coach il peut faire de plus avec les joueurs qu'il a là. Ça joue, mais après si les mecs si on a atteint une espèce de limite, tu vois, en tout cas, tu vois, dans sa communication, moi, je l'ai pas trouvé mauvais, parce que accuser la malchance, tu vois, et dire c'est de sa faute à lui, au final, c'est une manière de protéger son groupe, parce qu'il va jeter qui sous le bus? Tu vois, il peut jeter Dembélé. Il peut pas les jeter sous le bus. Mais Bobo, dire que c'est de la malchance, c'est faux, ça. Avoir cet air un peu fataliste, et moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais je pense qu'après, ça veut pas dire tu connais comment ça se passe dans les vestiaires. Oui. Ça se trouve, il les a défoncés dans le vestiaire. Ouais. Mais
Mais il y a un moment où je trouve que ça protège dans une période où les jeter tous sous le bus, ça apporterait pas forcément grand-chose. Ça apporterait pas forcément grand-chose dans la dynamique actuelle, si ce n'est de leur mettre plus de pression encore. Quand tu viens pointer du doigt un tel ou un tel, après il peut aller faire ses discussions avec qui il veut entre quatre yeux, mais d'aller dire devant les médias que c'est de la faute de certains joueurs, je pense que c'était la meilleure des choses à faire finalement, de dire que c'est sa faute à lui, à la malchance, et il gère ses trucs après. Mais Après, il y a le contenu. Le contenu, il est bon quand même. moi le contenu je l'ai trouvé bon. Mais je trouve que c'est un peu trop facile, enfin un peu trop simple de dire qu'il manque un œuf ou qu'il manque l'efficacité. Il manque l'efficacité, oui, du dernier geste, oui, mais le dernier geste dans toutes les actions d'hier soir, c'est pas des face-à-face manqués ou un but manqué, c'est la dernière passe. Et tu vois, genre, le nombre de fois où... Alors, Hakimi, il est fantastique parce qu'il fait beaucoup plus que ce qu'il devrait faire et ce qu'il devrait avoir à faire. Mais Hakimi, sa dernière passe, c'est jamais le bon choix ou elle est jamais bonne. Pourtant, c'est le meilleur joueur... Moi, je dis ça vraiment, c'est le meilleur Parisien depuis le début de la saison. Mais que ce soit lui, ou Dembélé, ou Barcola, ou Nuno Mendes, qui sont les 4 joueurs qui sont censés faire la différence sur les côtés, le dernier geste, qui inclut aussi la dernière passe, il n'est pas bon. Alors pourquoi ? Mais parce que je trouve qu'ils n'ont pas de sang-froid, je trouve qu'ils font un peu n'importe quoi. Moi, j'ai remarqué plusieurs opportunités, notamment Barcola, Dembélé, qui faisaient des choix, des fois assez forcés, ou même Hakimi, quand on voit la passe en retrait qu'il oublie, qui veut essayer de la jouer fine sur Oblak. C'est parce que justement, il manque cet aimant-là, ce joueur, entre guillemets, charismatique, qui peut vraiment obligé. Qui peut forcer ces joueurs-là de faire cette passe-là, ou de forcer ce joueur à faire ce truc en plus pour amener justement ce dernier geste. Et forcément au PSG on en avait un qui était très fort pour ça, c'était Zlatan, même Cavani qui avait faim de ballon, qui à sa manière savait attirer ses bons ballons et attirer ses vrais derniers gestes et transformer justement ce manque d'efficacité à contrario par l'efficacité et des choses concrètes en fait. Et moi je pense que c'est ce qui manque au PSG. Avec le recul, est-ce qu'au final il fallait les mettre ces 80-100 millions sur Osimhen, vous pensez du coup? Oui, bien sûr que oui. On les a mis sur Kolo Muani, ça paraît. Ouais, mais là c'était plutôt. Là aujourd'hui. Pour cet été, parce que justement, apparemment, celui qui était le plus proche de signer au Paris Saint-Germain en tant que numéro 9, au vu du marché actuel, il lui restait 1 an de contrat, il demandait 100 millions d'euros, ce qui paraît. Abusément beaucoup trop cher pour une dernière année de contrat. Avec le recul, quand on voit les prestats, et je vais prendre aussi la prestation de Gérone, parce que c'est une victoire assez miracle, même si elle est méritée, mais elle est miraculeuse. C'est le même match. Exactement. Quand on voit les prestations contre Gérone, contre le PSV, contre l'Atlético, et il me manque contre Arsenal, est-ce que finalement il ne fallait pas mettre 80-100 millions sur Osimhen, même si c'était peut-être un peu trop cher? Il fallait mettre un gros paquet, un gros billet. C'est encore une fois, je me répète, mais sur un gros joueur. Et le gros joueur du marché pendant le mercato, oui, c'était Osimhen. Donc il le fallait parce que c'était quelqu'un qui avait une grosse envie de faire, comme on dit en italien, mais en français on dit le saut de qualité, qui voulait connaître aussi un gros club. C'est pas fait pour lui. Mais oui, il fallait ce joueur qui t'amène des buts, qui t'amène aussi ce côté un peu plus efficace devant. Et malheureusement, Luis Enrique, il est resté sur le côté collectif de la chose. Alors ça marche bien. Moi, je ne reproche pas à Luis Enrique d'avoir fait des choix de joueurs. Mais c'est limité. Mais là, on le voit que c'est limité. On l'a vu hier avec Asensio. Il veut jouer avec un faux neuf. Ça marchait bien avec l'Espagne ou avec certains clubs qu'il a su coacher, Barcelone. Mais tu n'as pas les mêmes jeux retour. Donc forcément, ce manque d'efficacité, maintenant, il est criant. Et maintenant, on voit les manques du PSG aujourd'hui. Oui, et puis là où Barcola, il rayonne en Ligue 1, en Ligue des Champions, il passe jamais sur son côté. Il crée vraiment très peu de différence. Ou alors, souvent, à la faveur de comptes favorables pour se retrouver en bonne situation. Et je ne sais pas si c'est que pour l'instant, c'est quoi de la pression, parce que c'est la première fois qu'il a endossé ce statut. Peut-être que tu pourras nous en dire un peu plus, mais moi, je n'arrive pas à comprendre le décalage qu'il peut y avoir au-delà du niveau. Non, moi, je ne pense pas que ce soit... Je pense que la question de niveau, en termes de qualité et de défaut qu'il a, ce joueur, et c'est un très bon joueur, mais c'est juste que c'est un joueur d'espace à la base. Donc... quand tu te retrouves face à l'Atlético ou face au PSV ou face à Gérone au Parc, il n'y a pas d'espace. Qui maîtrise mieux les espaces. Exactement. Il n'y a pas d'espace. Mais là où je pointe le truc, c'est qu'il y a plein de situations dans le match hier soir où Barcola il se retrouve en 1 contre 1 et derrière il y a de la place où il fait pas l'appel. Déjà. Alors, je parlais même dans les 1 contre 1 balle au pied où il y a plein de fois où en fait il gagne pas ses duels.
Tu vois, dans le 1 contre 1, quand il va au dribble, plein de fois, il s'est fait stopper régulièrement. Je trouve et là pas que ce soit un joueur qui élimine extrêmement. Non, mais sur la vitesse, par de exemple, manière tu générale. as un truc où il fait toujours un crochet intérieur, il pousse, il accélère. Et là, je pense qu'il a dû passer 2 fois sur 10. Il oublie la balle 2 fois, je Ouais, crois. la balle elle reste un peu derrière. À un moment, la balle, il part en profondeur, il est tout seul. La balle, il l'oublie, il reste un peu derrière. C'est pour ça que je pose quand même la question de dire est-ce qu'il se met pas la pression, parce que ça fait quand même 4, tu vois, c'était le 4e match qu'on attend énormément de lui parce qu'il est meilleur buteur de la Ligue 1. Est-ce que ça joue ? Je pose cette question-là ici. Est-ce que ça joue ou est-ce que c'est pas les mêmes matchs, hein. C'est pas les mêmes matchs, c'est pas les mêmes adversaires. Même contre Arsenal. Arsenal, ils sont habitués de jouer ces genres de joueurs tous les week-ends. Et donc c'était plus facile pour eux. Atlético aussi, on peut dire ce qu'on veut. C'est une équipe qui est pas forcément très forte entre guillemets, mais défensivement, voilà, mais défensivement, ils ont aucun problème à scruter Barcola. Il n'y a aucun complexe d'infériorité, contrairement en Ligue 1. Donc forcément, oui. Et les peu de fois où Barcola y passe, l'espace est plus réduit. Donc, et en face, après, c'est un gros black. Donc forcément, c'est plus compliqué pour lui. Il y a aussi un manque d'expérience qu'il faut aussi mettre en ligne de compte. Hein. C'est plus dur mentalement de faire un PSG Gérard dans la Ligue des Champions qu'un PSG Marseille ou un PSG Monaco en Ligue 1. Ah, totalement. Ah ouais. Oui, totalement. C'est une culture de défensive différente. Après, moi, on va se répéter encore, je vais me répéter encore et encore et encore depuis 1 an et 2-3 mois. Je pense sincèrement que ça ne peut pas marcher avec Barcola et Dembélé. Qui fait des passes décisives en théorie, tu vois. Je suis désolé, quand tu regardes les clubs qui fonctionnent, le Barça, Liverpool, qui sont peut-être les 2 meilleures équipes en ce moment, voire le Bayern, il y a forcément dans les 2 sur les côtés, un joueur qui sait gérer le tempo d'une animation offensive, qui sait faire une passe décisive à la Yamal ou à la Olysée ou à la Musiala. Je trouve que ces joueurs-là ne savent pas, déjà, Barcola, les passes, c'est quand même pas son point fort non plus, tu vois. Il sait pas trop faire ça, il n'a pas le toucher que tu peux attendre d'un joueur de ce niveau-là. Il a d'autres qualités encore, tu vois. Mais avoir 2 joueurs de profondeur, parce que Dembélé, on ne sait jamais, mais c'est quand même à la base un joueur de profondeur à la base. C'est un mec qui prend la ligne, qui accélère, et toute sa carrière, il l'a passé sur la ligne, parce qu'il sait faire ça. Il s'est éliminé, mais derrière, de temps en temps, il sait faire une passe exceptionnelle, mais il rate quand même beaucoup, beaucoup trop, tu vois. Et, je le redis, on l'adore, Dembélé. Les gens pensent qu'on le taille, que tout le monde le taille, mais on l'adore, Dembélé. Alors moi, je me souviens, la semaine dernière, sur ce plateau, j'avais posé une question donc à Younes qui était là et à toi, Jo. Qu'est-ce qu'un très bon coach ? C'est quoi pour vous un très bon coach ? Et tu m'avais dit, c'est quelqu'un qui arrive à faire progresser toute son équipe. Moi, là où j'en veux un petit peu à Luis Enrique et où je demande s'il n'y a pas quand même une bonne part de responsabilité, c'est, si ce n'est Barcola, quel joueur en 1 an et demi a vraiment progressé sous Luis Enrique ? Vitinha. Non, ça, Hakimi, il est devenu stratosphérique, il n'était pas stratosphérique. Moi, je pense qu'Hakimi, il a toujours eu un très bon niveau, je pense. Mais je pense que Hakimi, il est mis, on va dire, dans les meilleures dispositions, dans des meilleures conditions. Oui, mais c'est important. Il s'exprime mieux, c'est vrai. Après, est-ce qu'il a progressé sous Luis Enrique ? Bon, je suis pas sûr, mais quand même, c'est vrai qu'il est il est plus responsabilisé. Ouais. Après, Barcola, il a bien progressé avec Luis Enrique, avec la confiance qu'il a eue. Quand même, depuis, moi, pour l'avoir vu. Neves, il prend une belle dimension aussi. Il est en train d'exploser quand même. Et il y a des joueurs qui sont effectivement avec une étiquette qui font que ça peut bien fonctionner avec Luis Enrique. Évidemment, Vitinha, João Neves, les latéraux, parce que ça a toujours été une force à l'époque de Luis Enrique. Ouais. Donc tu vois qu'offensivement, les 2 latéraux d'hier soir, ils ont été quand même performants. Mais après, le reste, c'est sûr que tous ceux qui ne savent pas techniquement faire des choses que demande Luis Enrique, Kolo Muani, c'est pas faire trop une passe, c'est pas son domaine de prédilection, tu vois. Les contrôles de balles non plus. Et les autres, c'est plus compliqué. Après, donc en gros, Paris Saint-Germain est 25e sur 36 en Ligue des Champions après 4 rencontres. C'est le pire bilan en Ligue des Champions sous l'RQSI à l'heure actuelle. Et Luis Enrique n'y est pour rien. Si, forcément, il est responsable. De ce que j'entends là, en tout cas... Pour moi, il est responsable. Après, pour revenir à ta question, Alex, au-delà du fait de faire progresser les joueurs d'un point de vue individuel, c'est surtout l'équipe, collectivement, qui doit progresser. Et par contre, malheureusement, on ne sent pas une véritable progression par rapport à la saison dernière aussi. Hein. Comme tu le disais, Jo, c'est vrai. Ça joue, comme toujours. Il y a la possession, ça crée des très beaux décalages, ça crée du mouvement, il y a tout ce qu'il faut, mais l'équipe n'est pas efficace. Et le classement en atteste.
C'est Et elle tout. n'était pas efficace l'année dernière, et ils ont fait demi-finale de Ligue des Champions sans être efficace. Il faut quand même. Non, mais Faut le dire. rendez-vous compte quand même du bilan de Luis Enrique en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. C'est 16 matchs, 6 victoires, 3 nuls, 7 défaites. Donc il n'a même pas gagné la moitié de ses rencontres. Moi, pour moi, avec le Paris la- Saint-Germain en la- Ligue des la- Champions. La plus grande force d'un coach, quel que soit le nom ou même le club, c'est savoir faire progresser son équipe, bien évidemment, mais surtout savoir s'adapter aussi au contexte. C'est trouver des solutions pour faire gagner ton équipe. Parce qu'à la fin, il ne s'agit que de gagner. Et là, tu as sorti les chiffres, Alex. Luis Enrique, entre guillemets, ne gagne pas avec le PSG en Ligue des Champions. Donc, j'ai l'impression qu'on parle de plafond de verre, on parle de... Avec ce PSG-là aussi, cette équipe-là aussi. Ouais, mais c'est à lui, justement, de faire en sorte Oui, mais de trouver les bonnes solutions. Comme tu disais, tu dis tu as quand même beaucoup perdu par rapport au PSG d'avant. mais c'est aussi ce qu'il a un peu voulu, Luis Enrique, ça, je suis pas certain, en privilégiant des arrivées de Neves ou de faire progresser des Vitinha, d'avoir un milieu de terrain très 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 fort. Il s'est dit, bon, j'ai pas besoin, entre guillemets, là, je vulgarise, mais il se dit, j'ai pas besoin d'avoir un vrai numéro 9 ou avoir une star dans mon équipe. Voilà, Kylian est parti, Neymar, mais c'est très bien. Maintenant, j'ai place nette pour mettre en place mon projet de jeu. Mais ça ne marche pas forcément. Alors, ça marche sur la Ligue 1 parce qu'il y a un écart de talent, un écart d'efficacité. Mais en Ligue des Champions, ça bloque. Et moi, j'ai peur que ça bloque pour les prochains matchs de la Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est difficile de dire que l'année dernière, c'était une saison exceptionnelle parce qu'il y a eu demi-finale de Ligue des Champions. Ah non. Et il faut mesurer ce qui s'est passé l'année dernière. Et là, tu vois, je me dis, c'est marrant parce que sur les 3 matchs au Parc, en Ligue des Champions, le contenu, il est très bon. Si tu enlèves évidemment le plus important, ce qui est les points et être efficace dans les deux surfaces, à chaque fois. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de voir que tu as toutes les situations pour marquer, même pas un but, mais 5-6 buts quoi, à chaque fois. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'arrive pas à incriminer Luis Enrique. Pour le moment, en fait, moi, je vois que j'ai quand même l'impression que l'équipe elle progresse même cette année sur le contre-pressing et sur la récupération du ballon, où c'est beaucoup plus haut et que c'est un peu plus intéressant que ce qu'on montrait l'année dernière. Même dans les phases de possession, il y a moins de pertes de balles un peu bêtes qu'on pouvait avoir l'an dernier. Après, les difficultés, elles restent les mêmes parce que je pense qu'on ne s'est pas assez renforcé là où il y avait besoin et que... Tu vois, il y a donc du coup 2 émissions, là, on parlait avec Mevlut de la question du faux neuf, et moi je disais que c'était pas un truc qui me dérangeait parce que j'aime bien les équipes qui jouent en faux neuf quand t'as les moyens. Oui, En revanche, c'est vrai que là, tu vois, la limite de l'effectif, elle est aussi parce que je pense que la question du passeur, elle est importante, la question de maîtriser le timing et les scénarios des matchs, elle est importante. Ça veut dire qu'il faut de l'expérience, mais aussi un toucher technique qui est un peu plus important que ce qu'il y a sur les joueurs de devant dans une volonté de jouer collectif. Après, et ça veut dire que si tu as ça, il te faut un vrai neuf, ça fera du bien. Moi, j'aime bien faux neuf, c'est des trucs que j'aime bien, mais c'est aussi, je me dis, dans la configuration actuelle, tu arrives à sortir un mec qui plante les occasions, comme disait Jo, les occasions, ils les ont, des tu joueurs vois. de classe mondiale sur les ailes, ils n'ont pas un vrai neuf, mais ils ont Salah Exactement. et Diaz, tu vois. Et là, ça marque, évidemment. Ouais, mais au-delà de ça, tu prends le problème à l'envers, tu regardes toutes les tops équipes, ils ont tous un vrai neuf maintenant, aujourd'hui. Et on l'a vu avec le Sporting, ils ont un vrai neuf. Ils ont réussi à faire la diff contre City, mais quand tu regardes Barcelone avec Lewandowski, le Real Madrid, ils ont pas... Maintenant, ils n'ont plus vraiment de vrai neuf, ils sont aussi dans les problèmes. Je ne dis pas que c'est lié, mais tu vois aussi à City, ils ont encore Haaland. Il n'y a pas si longtemps, tu as même dit que Guardiola, un peu à contre-cœur, s'est dit, bon, peut-être qu'il faut que je remette en question mon football, mais que je recrute quelqu'un un peu anti-football, il a su s'adapter. Et il a gagné la Ligue des Champions. Je Exactement. pense qu'ils auraient dû la gagner avant 109, de toute façon. Oui, mais ils l'ont pas gagné. On est d'accord. Les faits sont jamais fait. Ils se sont fait là. rouler dessus par des Liverpool. Après, voilà, pour résumer ce qu'on dit, je pense pas qu'acheter juste un neuf suffira pour retrouver le standing d'avant. Tu vois, je pense qu'il faut acheter vraiment 2 joueurs devant, quoi. Mais si c'est pour prendre encore 2 joueurs devant, on ne sait pas s'ils sont vraiment des joueurs de couloir. Oui, mais si tu fais l'erreur de Colomoni, parce que là, maintenant, on peut le dire que Colomoni, c'est un peu une erreur par rapport au style de jeu proposé. Non, il te faut, moi, je reste persuadé que pour le PSG, le problème, c'est le vrai neuf. Il leur faut un vrai neuf. Et Dembélé, tu le gardes titulaire? Dembélé, moi, je l'aime. Les gens qui me connaissent savent mon amour pour Ousmane. Mais... Moi aussi, mais je te parle de juger juste en termes de performance, en termes de consistance, en termes de... moi, j'ai aucune surprise sur ce qui se passe, tu vois. Oui, mais avec quelqu'un de plus adroit la saison dernière, avec Kylian Mbappé,
Ousmane Dembélé, même s'il doit finir avec le double ou le triple de passes décisives, c'est meilleur passeur en Ligue 1 et c'est au final 15 ou 16 passes décisives contre toute compétition confondue. Ouais. Donc voilà, alors qu'aujourd'hui on lui reproche le dernier geste. La Mais saison en Ligue 1, dernière, en Ligue 1. en Ligue 1, de quoi? Non, il est meilleur passeur en Ligue 1, mais sur Oui, mais en toute Ligue des compétition. Champions, moi j'aimerais savoir les nombres de passes décisives en Ligue des Champions. Ils n'ont pas marqué beaucoup de Bon, en buts, tout cas, il en hein. fait 15 ou 16 toutes compétitions confondues. Ouais, ok. Mais le problème, c'est que il n'y a que la Ligue des Champions qui m'intéresse pour le Paris Saint-Germain, tu vois. La Ligue 1, on a très bien vu que n'importe qui... Aujourd'hui, Kang In-lee marque, il fait des passes décisives. N'importe qui marque et fait des passes décisives au PSG. Et en l'état actuel des choses, j'aimerais vraiment voir beaucoup plus... Enfin, qu'il ait une vraie chance, Désiré Doué, tu vois. Je trouve que c'est le seul qui a un potentiel d'avoir un très très haut niveau en termes de carrière, parce qu'on les voit ses qualités, même tu te fais l'entraînement avant match de Désiré Doué, tu sais qu'il a quelque chose, quoi qu'il arrive. Et j'aimerais vraiment qu'on lui donne sa chance, parce que ça marche pas aujourd'hui. Donc que ce soit ou à droite ou à gauche, ou en faux neuf, ce que tu veux, mais il faut changer quelque chose, ça marche pas. Alors, je voudrais qu'on clôture cette partie Paris Saint-Germain. Avant, j'ai 2 questions pour chacun d'entre vous. Tu dis il faut changer des choses. Alors là, il y a le mercato hivernal qui arrive. Qu'est-ce que vous faites au mercato hivernal, Bobo? Est-ce que tu recrutes? Est-ce que tu changes pas? Je recrute, ouais. Ok. À quel poste? Je pense que je recrute un ailier parce que je trouve que c'est trop. En vrai, c'est trop léger sur le turnover. On voit que Barcola, je ne sais pas si c'est qu'il tire la langue ou quoi, mais en tout cas, on n'est pas sur un. Il n'est pas encore top. Enfin, c'est pas un joueur de classe mondiale pour le moment et que tu as vraiment besoin de quelqu'un qui fasse des différences et qui puisse donner les ballons qui manquent. Donc un ailier de classe mondiale et un 9, je pense pas que ce soit la bonne. Oh là, je suis pas d'accord avec toi, Boris. Attends, Oh là là. j'ai pas fini ma phrase. Je pense pas que ce D'accord, soit le je te bon laisse moment. finir, mais Je pense pas que ce soit le bon moment pour trouver un 9 sur le marché et ça sera compliqué. c'est vrai. C'est juste ça. Ouais, Je c'est pense vrai. que c'est ce qu'il faut, mais si tu l'as pas pris au mercato d'été, qui va être dispo sur le marché là? Bah là, typiquement, moi, je pense à. Alors, c'est peut-être Je pas la viens bonne de le solution. marquer. Je viens de le Ouais. marquer. Il y a Gukeres. Non, je veux dire à Joe David qui est en fin de contrat en juin. Donc, je sais pas si c'est. Anticipé, Voilà, mais bon, je sais pas si c'est une bonne solution ou Ouais. pas. Mais Bah, moi, après, on est encore dans la fiction, on est un peu dans le football manager, mais une chose qui peut être réalisable, pourquoi pas essayer de rapatrier en Europe Osimhen. Ça se Essayer de passe faire pas un bien, coup. ouais. Ça se passe très bien pour lui, j'ai l'impression. Il est bien, et il a aussi un joli salaire là-bas. Mais la Turquie, on sait comment ça se passe. Hein. Tu mets un billet. Ça peut être tout rose en septembre et être tout noir le mois d'après. On voit Mourinho, ceux qui suivent le championnat turc, Mourinho commence un peu à péter un plomb par rapport au championnat turc. Ok. Pas mal de déclarations un peu négatives. Mais c'est Icardi dans l'oreille. Icardi, pourquoi pas, mais Non, mais je veux dire, ça reste un vrai neuf. Les mecs qui ont fait des. Oui. des- C'est ça. Des Mais hauts débats, quoi. Osimhen, moi, je le verrais bien revenir en Europe et Paris devrait s'y pencher si on cherche vraiment un neuf. Moi, je reste persuadé que la vraie solution pour le PSG doit être au niveau de ce poste-là. Après, en ailier, je pense pas que ce soit vraiment l'urgence pour recruter en hiver, parce qu'encore une fois, Désiré Doué, je suis d'accord avec toi, Joe, moi je pense qu'il peut être un bon supplément, soit d'Ousmane ou soit de Barcola dans quelques moments pour les faire souffler justement, pour qu'ils soient prêts pour les gros matchs. Mais Désiré Doué peut très bien jouer à ce poste-là. Et puis après, on connaît aussi comment joue Luis Enrique, il peut trouver des solutions sur les côtés, modulables. Il faut mettre Hakimi en 9. Hein. Ouais, c'est le meilleur atout offensif du Paris Saint-Germain. Avec ce qu'il a raté hier, je suis pas sûr. Ouais, mais c'est parce qu'il part de trop loin, peut-être que c'est. Il est cramé à la fin. Moi, je reste encore. Désolé, les gars, je me répète, mais moi, je reste persuadé qu'il faut un vrai numéro 9 au PSG. S'ils veulent. Pour moi, il faut les deux que vous avez Upgrade. dit, c'est-à-dire un neuf et un ailier. Donc voilà, merci les copains. Je prendrais ou Gyökeres, même Oh, si c'est 100 Gyökeres, millions, ce même serait si le c'est rêve. 100 millions. Franchement, Ce serait le rêve. Il faut, ouais, moi, Et je après, pense que c'est le joueur qu'il faut en ce Ouais. moment. Mais tu vois, genre, Mais il semble promis pour Manchester, lui, hein, United. Hein. Attends, c'est serait pas la fait. belle histoire. Tant que c'est pas signé. Oh. Voilà. Mais Amorim, c'est sûr qu'il peut vouloir le prendre. Ah, c'est trop beau pour eux. Après, voilà. Et puis, il marque contre City en plus. En plus, ouais, non, l'histoire est trop belle. L'histoire est trop belle. Donc, Non, ouais, tu mais tu disais vois, que Paris, ils ont Gyökeres. refusé l'année dernière, on parle, Vlahovic à 45, ils l'ont refusé. Bah, il manque un Vlahovic en pointe. Moi, Gyökeres, Moi, je suis pas convaincu par. Non, mais de toute façon, c'est le profil. Ah ouais. On parle d'un profil, tu vois. Il faut un mec qui soit fort physiquement. Paris manque physiquement Ouais, de d'impact, présence. Ouais. de présence, d'impact. C'est pour ça que, tu vois, hier, de voir rentrer Fabien Ruiz, même si je ne suis pas fan absolu du joueur, je trouve qu'il apporte de l'impact physiquement. Parce que tu as des petits gabarits et tu joues l'Atlético. À un moment donné, quand tu as un De Paul ou tu as des coquets qui te mettent des coups, il faut aussi en mettre des coups, tu vois. Et je trouve que Paris
Faut du concret. Non, mais on n'en parle pas assez souvent, mais C'est pas très je les trouve méchant. un peu prétentieux quand ils arrivent en Ligue des Champions. Ils se disent, ça va, on a le temps. Il y a un côté sénateur, ouais, vous Il y a un trouvez, côté sénateur, il y a un côté... J'ai un souvenir de Marquinhos hier qui met le pied sur le ballon pour voir ce qu'ils vont organiser. Mais t'as pas marqué... Enfin, il y a un partout, en fait. Et tu regardes, on va en parler après, Lille, tu regardes Brest, tu regardes Monaco, tu regardes plein d'équipes qui surperforment. Ils vont chercher un supplément d'âme. Enfin, ils sont habités par un truc qu'il faut marquer, quoi, tu vois. Paris, non, t'as l'impression qu'ils vont jouer pendant 8 heures à faire tourner le truc, machin. Hop, peut-être qu'à un moment donné, tu as un Dembélé ou un Kimi qui va faire la bonne passe, se calmer et pas faire l'ahurie de minutes. C'est tu vois, faute un peu aussi à tous, tu vois, de dire on a le temps, on n'est pas... Parce que je me suis fait la réflexion quand même pendant le match que je trouvais que l'ambiance était cool, mais sans plus. Tu vois, pour un match de Ligue des Champions, avec autant d'enjeux quand même pour le club, je sais pas, j'ai eu l'impression que ça poussait plus que ça. Tu vois, même tout l'environnement, on est un peu tous apathiques. Tu vois, moi le premier, où pendant longtemps, j'ai dit, ouais, faut laisser le temps à cette équipe, etc. Alors oui, c'est vrai, parce qu'il faut pas non plus tout jeter à la poubelle et puis se dire qu'il n'y a que de l'instant T qui compte. Mais ça fait quand même un peu chier quand à force de se dire, c'est pas l'instant T qui compte et on construit dans la durée, tu te retrouves dans l'urgence parce qu'au final, tu te mets pas le coup de pied dans le cul qu'il faut pour te mettre Parce que les rares moments où Paris a emballé le match hier, a accéléré, a moins fait circuler la balle, bah, tout de suite, tu te crées des décalages. Tu sais, quand ça a joué en une touche, sur le côté droit notamment, où Dembélé a combiné avec Hakimi, il y a eu des vraies situations. Et tous les moments où ça redoublait, ça repassait par Pacho, il repassait à chaque fois par Neves, etc., bah, tu perds ce petit temps-là qui fait que le temps qui va embarquer aussi tous les supporters autour, un peu de ferveur. Moi, je sens qu'il y a un désamour autour du PSG de plus en plus depuis un an. Depuis l'emballage médiatique autour de Kylian Mbappé et depuis Kylian Mbappé superstar, il s'est passé beaucoup de choses en interne. On commence à entendre parler de plein de trucs, que ce soit avec les supporters, avec le clan Mbappé, avec Nasser, Je trouve que ça a saoulé beaucoup de gens aussi, tu vois. Ça a vraiment saoulé beaucoup de gens. Où il y a quand même une dimension, je trouve, chez les supporters aujourd'hui, où il y a quelque chose d'un peu inconditionnel qui s'installe. Alors, j'arrive pas trop à le comprendre pourquoi. On est beaucoup moins dur avec le Paris Saint-Germain qu'avant. Cette saison, tu veux dire? Cette saison, a fortiori. Et en fait, je sens un peu la résignation. Je sais pas si c'est entre la résignation et un truc un petit peu de, tu vois, alors, c'est pas du tout péjoratif, je le précise avant, mais un peu à la Lensoise. Tu sais. Non mais de ce côté inconditionnel que tu vas avoir, ça gagne, on est là, ça perd, on est là. Et au final, ça t'enlève quand même une certaine forme de pression. Ça veut pas dire qu'il faut pas être là dans le stade. Non, mais tu vois, un truc d'un peu de... ça siffle fort. Hier, ça a sifflé, mais... Écoute, moi j'ai rajouté un joueur hier. Ça a siffloté. Hein, j'ai rajouté un joueur hier sur ma liste de joueurs que je ne peux plus supporter. Voilà. C'est... Donnarumma. J'ai rajouté Donnarumma à ma liste. Ça y est, j'abandonne Donnarumma, c'est bon, je sais. Il a coûté trop de points en Ligue des Champions depuis X temps. Il a coûté beaucoup de matchs, beaucoup de trucs. Être bon sur sa ligne, c'est génial, hein. Mais ça suffit pas, en fait. Donc, hier, quand Paris prend ce but, il fait une faute de main claire. Le deuxième, tu veux dire? Oui. Bah oui. Le premier, il se fait fusiller. C'est un tir raté qui est à 50 cm de son pied. Il met la main. La frappe, c'est pas une frappe lourde. Hein. C'est... Voilà, moi, il est assez tranquille. Hein, je le rajoute à ma liste. Marquinhos, Dembélé, Donnarumma. Voilà. Et dernière question avant de changer de sujet. Il reste 4 rencontres. Non, il n'est pas d'accord. Non, t'as dit Dembélé, ça m'a fait mal au cœur un peu. Mais moi, ça me fait mal au cœur. Avant toi, ça me fait mal au cœur. Avant toi. Il le déteste depuis... Non, mais moi, je pense... Non, j'adore le joueur, c'est un de mes joueurs préférés. Les flops, quand même. Mais le mettre dans le même rayon que Donnarumma, surtout hier, c'est sévère, quand même. Mais est-ce que, selon toi, Dembélé coûte des points en Ligue des Champions? Le match contre le PSV, par exemple. Oui, vu sous cet angle, on peut le dire, parce qu'il a des moments où il devait être plus décisif, il n'a pas été, donc forcément... Après, ils sont nombreux à coûter des points. C'est ça, après, ça se voit moins que la faute de Donnarumma. Mais c'est compliqué de dire... À qui la faute, quoi. Ouais, parce que devant, c'est un peu la faute à beaucoup de monde. Mais au PSG, c'est la faute à beaucoup de monde. Mais ils sont quand même beaucoup à rater devant, là. Oui, mais Dembélé, ça fait quand même beaucoup de matchs, qui rate beaucoup de choses, et... tu vois...
tout à l'heure, je parlais de Barcola et je trouve que, tu vois, ils n'ont pas le même statut, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même expérience, mais il y a quand même beaucoup de fois, il y a des mauvais choix. Et tu vois, de vouloir briller, tu vois, et tout le monde veut un peu briller quand ça fait pas. Tu vois, soit c'est le truc il n'y a personne d'assez charismatique pour attirer les ballons, les aimanter et finir les actions, soit chacun a en fait un peu envie d'être le sauveur dans ce contexte-là. Non, mais Barcola, il rate peut-être un ou deux trucs. Je trouve qu'il rate quand même beaucoup plus. Et je parle pas on ne voit pas beaucoup quand même, Barcola. Hein. Non, mais je te parle pas des 1 contre 1 avec le gardien. Il y a des mauvais choix en fait. À des moments où il faut faire la passe, il fait pas la passe, il choisit le tir, il tire à côté du but. Enfin, tu vois, il y a quelques trucs comme ça où je trouve que chacun a du mal à prendre ses responsabilités quand il est faux et être assez lucide pour faire les bons choix. Ouais, pas mal d'erreurs, de manque d'expérience, des fois c'est contrôle avec ça. la mauvaise surface de pied ou des petits ballons qui partent, des contrôles à contre-temps. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, t'as un appel où ça semble évident que tout s'ouvre et qu'il faut aller, ça s'ouvre à droite, donc du coup tu vas à gauche. Bah non, ça s'arrête et ça repart à droite et finalement tu perds un temps de jeu, oui. Et en fait tu fais les trucs un peu à contre-temps, ce qui fait qu'après tu forces toutes les fins des actions. Et je trouve ça j'ai trouvé ça assez compliqué à suivre et à comprendre sur les choix individuels. Donc c'est pour ça que je dis pas plus sur le match d'hier, pas plus Dembélé qu'un autre dans la ligne d'avant, parce que je les ai tous trouvés assez décevants dans l'ensemble. Et pas que à cause de l'efficacité, mais aussi à cause de la prise de décision. Très honnêtement, là, donc, il y a eu 4 journées, il reste 4 rencontres. À Munich contre le Bayern, contre Salzbourg là-bas, contre City à domicile et le dernier à Stuttgart en Allemagne au mois de janvier. Le PSG 25e ne fait donc pas partie des qualifiés, que ce soit pour les 16e ou directement dans le top 8. Est-ce que, à l'instant T, vraiment, très honnêtement, vous êtes inquiet pour le Paris Saint-Germain? Le PSG n'a que 4 points pour l'instant. Ah oui, on peut être que inquiet. Totalement. On peut être que inquiet parce que ça va prendre des points aussi derrière. Ouais. Des matchs compliqués. Dernier match contre Stuttgart, qui ne sera pas gagné non plus. Hein. Et donc, surtout Stuttgart, quand on voit un peu la rencontre performante, bien sûr. Donc, qui bat la Juve, qui fait une très très belle rencontre. Exactement, donc oui, on peut être que inquiet parce qu'ils ont pris des retards. Au mieux, ils vont accrocher les barrages. Donc, contre une... De toute façon, l'idée de se qualifier directement, moi je l'ai complètement abandonné depuis le match d'hier. C'est compliqué. Pas... Et même d'être dans les 24, tu vois... Alors, ça va être, pour avoir fait énormément de simulations, mais énormément, à 90% du temps, 9 points t'es qualifié en 16e. Ok. 9 points. Et c'est vraiment 90%. Ils en ont 5 à choper alors. Il en manque 5, c'est beaucoup. Après, ça se joue à la différence de but à 8 points. Voilà. Ça, ils iront pas non plus. Donc. Pas forcément. Si tu es à 0, moins 1, 2... Il leur faut 2 victoires. Ils sont à moins 2 là. En même temps, si tu vas chercher normalement les 3 points à Salzbourg. Normalement, si tout se passe correctement. Pour moi, c'est la seule victoire assurée. Donc tu as 3 poins. Derrière... Et encore, tu vois, mais pour moi, c'est la seule victoire. Attention, City, c'est pas le City il y a ces dernières saisons. Hein. Donc faut aussi, ils sont en grande difficulté. Ils ont fait 3 défaites en une semaine. Ils ont perdu Rodri. De Bruyne, on ne sait pas où il en est physiquement. Je ne suis pas certain que ce soit si... Enfin, tu n'es pas alerté. En fait, j'aimerais voir Paris face à une équipe qui joue au foot et qui en impose. Arsenal. Arsenal à l'extérieur. Oui, mais là, ça fait quand même beaucoup de facteurs pour, j'ai l'impression, de trouver des excuses un petit peu. Ouais. Mais il y a eu quand même 4 rencontres contre 3 équipes plus qu'abordables pour le Paris Saint-Germain. Gérone, PSV et l'Atlético, tout à domicile. Il y a une victoire, un nul, une défaite. Et ensuite, face à une équipe a priori de même standing... T'as perdu. Voilà, tu récupères Gonzalo Ramos. Mais dans quel état il sera Non, mais oui, mais en janvier, il y a 2 matchs. En janvier. Il y a le match de Stuttgart sera, à mon avis, décisif. Allez, ils espèrent le récupérer pour le prochain match. Là. Oui, bien sûr. Contre le Bayern. Oui, mais c'est fin novembre. Tu te dis, voilà. Parce que, là, normalement, Salzbourg, tu es censé gagner. Tu es censé gagner Salzbourg. Ouais, tu es censé gagner Salzbourg. Tu joues, si tu gagnes contre Stuttgart, tu es qualifié normalement. Enfin, avec 6 points. En fait, ça peut être aussi c'est ça la beauté de Daniel Formule, c'est que ça va jusqu'à la fin et que tu peux espérer accrocher les playoffs, enfin les barrages, pardon. Et même par rapport aux barrages, tu peux tomber contre une équipe qui a fini top 8 et qui a un peu surperformé, que tu pourras bien aborder aussi en 16e. Tu ne sais pas où on sera Stuttgart à la dernière journée, ça se trouve, ils seront déjà qualifiés, mais ils pourront rien espérer de plus. Mais bon, attention, que la moindre place aussi est importante. Hein. Si tu finis un peu plus haut, tu peux tomber contre. Après, on va sortir, même pas les calculettes, on va sortir les feuilles, on va faire un petit bracket. Exactement. Comme en NBA. Donc, et puis ça se trouve, Paris, dans 3 mois,
aura trouvé un Désiré Doué, j'en sais rien, je te donne un exemple, qui jouera 9 et qui aura marqué 10 buts. Enfin, tu vois, la vérité du moment. Oui, c'est du foot fiction, je suis d'accord. Mais bon, voilà, ma question, c'est est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous êtes serein? Du coup, on a fait 45 minutes sur le PSG. Pas serein, je me doute un petit peu. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour du Paris Saint-Germain. On est tous d'accord pour dire... Est-ce que toi, tu penses que Paris va se qualifier pour les 16e? Je pense que oui, mais ça va se jouer à vraiment pas grand-chose. Vous, un but ou un Au point. dernier match, oui. Ouais, je pense aussi au dernier match. Stuttgart. Voilà, mais au vu... Tiquet qui rate l'occasion. Non, il n'est pas à Stuttgart. Et c'est pour ça que je dis ça. On est tous d'accord pour dire que sur le papier, le Paris Saint-Germain a une équipe supérieure à Lille. Comment est-ce que vous expliquez que Lille arrive à battre le Real Madrid, l'Atlético arrive à faire une belle prestation, en tout cas arrive à faire match nul contre la Juve, alors que le Paris Saint-Germain galère contre Gérone, l'Atlético, Arsenal et le PSV. Comment est-ce que vous arrivez un petit peu à expliquer tout ça? Ricky évoquait le côté nouvelle formule. Est-ce que c'est ça, au final, qui fait qu'il y a des équipes un petit peu plus faibles ou un peu moins, qui ont moins d'expérience en Ligue des Champions, qui arrivent à performer? Monaco, Brest... C'est exactement ça. Le fait de savoir déjà qu'ils ont beaucoup de matchs, 8 matchs, qu'ils savent que ça peut bouger à tout moment, contrairement au PSG, ils prennent des matchs les uns après les autres. Ils ne sont pas dans le calcul, ils jouent avec... on le voit de toute façon, ça se voit même dans leur jeu, ils jouent avec enthousiasme. Exactement, avec enthousiasme. Ils sont dans le rôle d'outsider, de underdog, donc forcément, ils jouent sans pression. On l'a vu le match contre le Real, ils ont vraiment... c'est le terme, ils surperforment, mais ils se sentent bien, ils ont des super joueurs, il y a des joueurs qui se révèlent. Moi, je suis fan du petit Bouhaddi. Bon, on connaissait déjà les il choisit ses matchs, il choisit ses matchs, mais en tout cas, à chaque fois, il choisit le match pour bien briller. Ah ouais, là, c'est lui qui a été appelé en U19 alors qu'il a 17 ans aujourd'hui? Ouais, je crois. Hein. En fait, il a une petite carrière, un peu comme Lorenz, surclassé de 2 ans déjà. Ouais, c'est énorme. Et je pense qu'il ne sera pas loin des espoirs, hein, parce qu'en plus, vu qu'il a la binationalité, je pense qu'il va vite être appelé au-dessus encore. Ouais, c'est ça. Mais sinon, Lille, ça reste une équipe performante. Attention, ils ont des très gros joueurs. Hein. Ils ont des très bons joueurs. Et en plus, ils viennent de loin. Au Paris Saint-Germain, parce que poste par poste, d'une manière générale, j'ai l'impression que le PSG est quand même supérieur. Ah oui, ça faut comparer au terme d'effectif. Après, c'est pas les mêmes. Tu vois, les contextes de match et l'adversité qu'il y a en face et comment les équipes appréhendent les matchs contre Lille. Je pense que le Real, ils les ont pris de haut, tu vois, typiquement. Il y a un truc un peu comme ça, et quand tu surperformes et que de l'autre côté on te prend un peu pour une équipe un peu faible, ce que peut-être le Paris Saint-Germain a fait, tu vois, dans les derniers matchs, Lille il bénéficie de la dynamique inverse en jouant très très bien au football. Et donc la corrélation de tout ça, elle fait que tu prends des points en jouant bien parce que tu joues sans complexe, t'essayes. C'est pour ça que je disais Coupe de France, des fois on est un peu étonné de, il n'y a pas tant d'écart de niveau que ça, alors qu'il y a plusieurs divisions. Là on n'en est pas du tout à ces écarts-là. En revanche, il y a quand même un truc où on ne va pas comparer Lille et le Real, on ne va pas se mentir. Mais au final, sur le match, ils ont été meilleurs. Parce qu'il y a peut-être un peu de suffisance, parce que d'un côté, alors que de l'autre côté, il y a des mecs qui ont la dalle. Le Real et le PSG se ressemblent un petit peu. Avec des très gros joueurs, parce que Zegrova, c'est quand même... tu vois, ça confirme semaine après semaine le niveau du mec. Tu vois, on en avait parlé depuis un moment, mais... C'est gros vrai supérieur à Dembélé, qu'est-ce que je vous dis? Concrètement, qu'est-ce qui fonctionne dans cette équipe lilloise? Est-ce que c'est simplement un supplément d'âme ou il y a autre chose qui fonctionne? Je pense que déjà, il y a une solidarité qui n'existe pas dans... Enfin, tu regardes Brest, tu regardes Lille, les résultats qui sont criants, c'est que... Parce que c'est pas sur un match, c'est sur 3 matchs, 4 matchs, tu vois. C'est qu'il y a une solidarité très très importante dans cette équipe-là. Il n'y a pas la prétention que peut avoir le PSG sur certains matchs. Il y a aussi le fait que ça tourne en leur faveur, à Lille. Chebadier fait des matchs exceptionnels. Il y a d'autres matchs. La main contre l'Atlético. Tu refais 10 fois le match, je ne suis pas sûr qu'ils les gagnent tous ces matchs-là, tu vois. Donc il y a une certaine réussite aussi qui fait partie. Mais la réussite, tu te la procures, tu vas la chercher en ayant ce supplément d'âme que Lille arrive à sortir. Alors Genesio, je pense, a un facteur prépondérant là-dedans, parce qu'il l'a fait avec beaucoup d'équipes différentes. C'est ce genre d'exploit. Maintenant, oui, il y a la formule aussi qui fait que il y a beaucoup de matchs. Donc les gros clubs font tourner leurs équipes. Et hormis le Barça et... Genesio l'a fait aussi. Il a fait tourner son équipe contre l'Atlético. Oui, mais bon, c'était... Ouais. Il a vraiment fait tourner son équipe contre l'Atlético. Pour le coup, c'est vrai. Ils étaient tous en fait, cette formule permet aux petites équipes d'aller chercher des résultats surprises, puisque les gros clubs se permettent d'avoir 1 ou 2 accidents.
Ouais, de gérer, il y a une certaine Il y a 8 gestion. matchs, De... donc ouais. pour te qualifier, tu sais que tu es un peu plus tranquille. C'est l'erreur que fait un peu peut-être, je pense, Paris. Exactement. Le Bayern, il y a des équipes comme ça qui font le Real. Voilà. En attendant, ils se disent, voilà, bon, on perd ce match, c'est pas grave, il y a d'autres matchs, on a le temps. Et puis tu as des équipes qui ont des calendriers. Brest a un calendrier beaucoup plus simple que le PSG, par exemple. Ça n'empêche pas qu'ils font des résultats fantastiques, mais ouais, Lille, c'est... Bon, après, Brest a Barça Real qui arrive aussi derrière. Bon, heureusement qu'ils, du coup, ils ont vraiment... Ouais, là, ils ont engrangé, du coup. ouais. Là. Ouais. Ils vont les Brest taper. allait dire quelque chose, moi, je te voyais. J'allais dire que je déteste cette formule. Moi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je la déteste. Je m'y fais pas du tout, j'aime pas du tout. En fait, je trouve que C'est quoi, c'est le fait que ce soit chaque fois un adversaire différent Ouais, et tout, je trouve que ça, en plus, ça enlève un peu du sens, tu vois, à la compétition où tu t'opposes à des équipes ou même à l'esprit d'équité. C'est juste de comparer des équipes qui jouent pas les unes contre les autres. Moi, déjà à la base, je comprenais pas et je comprends encore moins. J'aime pas le format multiplex. J'ai l'impression que je vois rien parce que je regarde un match à chaque fois et au final, je m'y perds. Je prends beaucoup moins de plaisir dans cette Ligue des Champions. Alors, c'est pas du tout sur de l'analyse footballistique, mais Non, et puis, mais je... je... excitant aussi, je pense que ce que vous voulez dire, c'est que tu perds à la dernière seconde contre l'Atlético. Avant, tu te disais, c'est ton adversaire direct. Tu vas les rejouer. C'est ton adversaire direct dans le groupe de 4 équipes. Et tu te dis, c'est terrible. Là, tu fais nul ou tu perds, bon, au final, si tu gagnes à Stuttgart, ça ne changera rien, en fait. Alors que ça devrait changer. Nul, une défaite, tu vois, un truc contre un adversaire direct qui est le plus gros adversaire de ton groupe ou pas. Parce que tout à l'heure, on parlait même, tu vois, du goal average. Mais tu vois, combien de fois on a vu en Ligue des Champions des goal average particuliers faire la différence. L'année où le PSG finit deuxième derrière le Benfica, ça se termine à la meilleure défense, ou peut-être les cartons, tu vois, en groupe, il y en a un ou deux là. C'est pas possible, ouais. Mais là, tu vois, comment tu fais la diff c'est quoi la meilleure il y a beaucoup d'équipes. Quand tu as 30 équipes dans le même championnat, tu fais comment pour... Comme en Ligue 1 ou comment... Ouais, je pense que c'est ça. Moi, je trouve que c'est assez étrange pour les équipes et que du coup, ça fausse quand même un petit peu la compréhension de la compétition. Quand tu es joueur, si jamais tu te poses la question, si tu as un championnat comme ça à jouer... Je sais même pas contre qui tu joues. Moi, j'ai envie de donner un peu la chance à ce format-là. Alors, c'est vrai qu'il est particulier, parce que c'est vrai que tu ne rencontres pas les mêmes équipes, donc il y a un manque d'équité, je suis d'accord avec toi sur ce côté-là, parce que jouer le Real, qui est chapeau 1, c'est pas forcément jouer City ou le Bayern, qui est aussi chapeau 1, donc c'est compliqué. Mais après, l'ancienne formule, en général, tu avais une équipe du chapeau 4 que tu jouais 2 fois, et tu savais que c'était 6 points assurés, ou tu savais qu'au bout de 4 journées, ou même 3 jours, tu étais déjà qualifié, donc il y avait moins, on va dire, il y avait moins de suspense, entre guillemets. Mais on va voir comment ça va se terminer déjà en janvier-février. Je pense qu'on fera un premier bilan et puis on verra si vraiment la formule marche ou pas. Le tirage au sort a toujours dit que c'était un problème d'équité. Parce que tu as des groupes, je sais pas, City ou le Bayern, ils ont toujours des groupes faciles. Mais tu restes dans un groupe et le système, c'est le même pour tout le monde. Chacun est dans un groupe, etc. Ouais. Là, personne joue les mêmes équipes, mais tu es dans le même groupe. Oui, mais le problème, c'est que tu as des équipes qui seront déjà qualifiées et ton problème d'équité, tu l'auras parce que ça... Ouais, les équipes, elles vont moins jouer les matchs. Un championnat. En fait, c'est ça le problème, c'est que ça ressemble plus à un championnat. En plus, ouais, mais du coup, tu as vraiment ce truc... je suis d'accord. Mais... Après, cette nouvelle formule donne plus de chance, donne la chance à plus d'équipes à se qualifier. C'est ce que j'allais dire, quand on regarde un peu le classement, au final, vous parliez de problème d'équité, j'ai l'impression que parmi les gros des gros, à part l'Inter qui est dans le top 6 et Liverpool, j'ai l'impression que d'une manière générale, il y a des Monaco, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus en Ligue des Champions, des Brest, c'est leur première participation, ils sont dans le top 4, top 5. J'ai l'impression qu'en termes d'émotion ou en termes d'exploit, c'est quand même assez... mais moi, je n'ai pas envie de regarder la Coupe de France, en fait. Je suis désolé, mais tu tombes sur une équipe et puis après c'est une autre et après c'est une autre. Et après... Ça enlève du prestige pour la phase de poule. Je commence à me dire... En revanche, tu verras que dans les huitièmes, enfin, on verra, mais... Même en 16e. En huitième, oui, mais d'accord, en barrage, en huitième de finale, tu auras des équipes surprises. Parce que c'est la formule est faite pour ça. Donc tu auras des équipes surprises. En 16e, tu peux avoir... déjà, tu as des matchs en plus, donc moi j'adore, déjà, personnellement. Tu peux avoir des affiches en 16e aussi. Et c'est juste une autre compétition. Moi, je suis comme toi, j'aime... C'est ma compétition préférée, en fait. Moi aussi, et c'est ça ce qui m'embête en plus. C'est de me dire, toi, tu vois, tu dis, il y a plus de matchs, t'aimes bien. Moi, j'aime pas. Parce qu'il y a un autre truc, c'est que j'ai l'impression... Je parle juste des 16e. Non, mais même... Ah ouais, parce que je trouve qu'il y a un truc, sinon, il y a trop de... Enfin, tu vois, c'était la discussion qu'on avait il y a quelques semaines à propos de ce que disait De Bruyne.
Tu vois, de dire, les mecs, ils vont nous tuer, tu vois, à force, on va jouer combien de matchs par saison? Et là, de rajouter toujours pour le spectacle des trucs, on change je sais pas quoi, pour pas que les gens, ils s'ennuient. C'est ce que j'allais dire. Pour l'argent. Ouais, mais pour aussi, tu sais qu'on continue à regarder, on te change la formule aussi pour ça, on te rajoute des matchs pour l'argent, mais aussi pas... Moi, j'ai un peu ce problème-là de me dire, c'est au détriment de tout. Et ça me casse, enfin, j'aime pas trop le... Alors, c'est bien pour... Paris serait bien plus en tête que je dirais la même chose. Déjà, quand c'est sorti, je soufflais. Et là, j'y comprends encore moins. Et j'ai vu aucun match, quasiment. J'avoue, je vois un match le mardi, un match le mercredi, mais sinon... Ouais, pour retrouver les résumés. Moi, j'aime bien, écoute. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de matchs, donc je vais faire beaucoup de paris sportifs. Est-ce que on était sur le LOSC? Alors je sais qu'il y a Monaco aussi et Brest qui sont respectivement 3e et 4e, mais au vu du calendrier des adversaires du LOSC, est-ce que c'est l'équipe française qui vous fait le plus vibrer ou au contraire une histoire un petit peu à la Le calendrier Brest? passé, tu veux dire? Oui, pour l'instant, Ouais, en tout cas, sur leur saison en Ligue des Champions. En Brest, franchement, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils performent autant. Ouais, mais c'est différent les deux, je trouve. Ouais, ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Après, je pense qu'il y a justement... moi, j'ai une petite hype avec Brest parce qu'on les attendait encore moins. Ouais. Et qu'on leur a promis en plus en disant Zéro pointé, ils vont arriver en Ligue des Champions, ok, mais vous allez voir comment ils vont s'effondrer ou je sais pas quoi. Ils gagnent le premier match, on dit allez, c'est bon, ils ont réussi. Et quelque leur part, parcours. l'année dernière, moi je sais que je me suis embrouillé avec pas mal de potes parce qu'on me disait ouais, mais cette équipe là, on les connaît, il y en a une fois de temps en temps, et puis derrière ils vont flopper de fou. En fait, c'était des potes supporters d'équipe qui étaient derrière, donc ils avaient un peu le seum. Et au final, moi, je crois que ça jouait très bien l'année dernière, et je suis ravi de voir qu'ils sont à ce niveau de résultat en Ligue des Champions. Et je suis ravi de voir que Lille est à ce niveau de résultat en Ligue des Champions, les performances qu'ils font. Je me plaignais assez toutes les 5 dernières, 6 dernières, 10 dernières saisons qu'à part Paris, il ne se passait rien en Ligue des Champions. Je suis ravi de voir que les clubs français redorent le blason de la Ligue 1, qu'on ait Monaco qui performe aussi. Franchement, c'est kiffant, c'est kiffant. Donc, quand tout à l'heure je me plaignais de la formule, c'est pas en rageux parce bien que sûr, Paris est derrière. bien sûr. J'aime pas la formule. Par contre, de voir Brest et Lille gagner en jouant comme ça, ça fait kiffer. D'autant plus que Brest, en plus, ils ont eu... Enfin, on parle du côté mercato, côté des joueurs, ils ont fait des transferts très cohérents. Ils sont ça pas bosse non très, plus... très Sans argent. Ils n'ont pas surinvesti sur des joueurs. Ils sont bien, ils sont bien structurés. Ils ont rapatrié Ajorc, pour le coup, qui est un vrai neuf. Et ça marchait bien pour eux. C'est vrai. Ouais, entre Ajorc et David, comme quoi un vrai neuf, ça sert. Même Mama Et puis- Baldé, je trouve, Non, il voilà, est et très puis, performant. voilà, des belles découvertes. Le jeune qui est prêté par Dortmund, qui vient du PSG, Koulibaly. Ouais, Oui, c'est Koulibaly. Koulibaly, Ouais, qui très bon joueur. est une belle découverte. Même si Marie, il est performant. Non, il c'est y a une plein très de- belle équipe. Après, moi, tout ce que je leur souhaite, c'est qu'ils arrivent aussi à tenir le cap en Ligue 1, parce qu'on connaît ces Pour les l'instant, équipes. pour Ouais, l'instant, ça pour va. l'instant, ça va. Ça pourrait être mieux quand même. Il passe à côté de Bien tout le sûr, match avant mais- la Ligue des Champions. Le plus important, c'est qu'ils se maintiennent cette saison, c'est tout. Parce que bon, ils joueront pas à l'Europe. Ils ont trop de matchs, mais il y aura clairement 3 voire 4 équipes en dessous, Ouais. plus faibles qu'eux. Donc c'est bien. Une équipe aussi modeste. En plus, moi, je l'ai vécu avec N'importe Strasbourg. l'équipe, tu vois, je trouve que le projet de jeu est hyper cohérent. Ah oui, là, Avec les remplaçants, avec les titulaires remplaçants. avec- Exactement. C'est déjà le cas un peu, saison dernière en Ligue 1. Quel que soit le 11 que Eric Roy mettait en place, ça tournait bien. Là, ça tourne encore. Ils arrivent à identifier un peu la force et les faiblesses des adversaires. Mais je t'ai coupé la transition avec Strasbourg, c'est intéressant ça. Ah oui, parce que moi, je l'ai vécu quand j'étais à Strasbourg. On était en Coupe d'Europe, Coupe de l'UEFA à l'époque. Et malgré la belle petite épopée qu'on a fait en Coupe d'Europe, on a fini par descendre. Ouais. Parce que forcément, quand tu tires trop d'un côté, tu lâches de l'autre. Mais j'ai l'impression que là, Brest, excusez-moi, ils sont vraiment bien équilibrés. Et puis, s'ils arrivent à se maintenir en Ligue 1, leur saison sera vraiment réussie. Mais tu vois, moi, je pense qu'ils se qualifieront si ça continue comme ça pour les huitièmes. Et que, Tu les vois dans le top 8 Ouais. Ok. Bah, si tu gagnes 2 matchs encore, tu as de grandes chances. Hein. Ouais, après, ils ont Ouais, s'ils prennent Barça, 4 points, c'est bon. ils ont PSV, Ouais, bah, PSV, ça... Shakhtar et Real. Bah, franchement, PSV, Shakhtar, tu peux prendre des points. Moi, PSV. Non, ils ont fait nul contre PSV. Leverkusen. je sais pas. Hein. C'est là-bas ou c'est à... Non, c'est à domicile. Je sais pas. Et du coup, 4 points, c'est faisable. mais même mettons, même trois. ils font les barrages, etc. Ils iront
pas très loin en Ligue des Champions. Je pense que tu vois, la dynamique, elle sera déjà là, et qu'après, tu récupéreras des forces. Ah oui, et moi, je les vois ils pas en passeront difficulté en Ligue 1. l'hiver. Moi, je pense que ça finit première partie Il y du a tableau. pense aussi, des t'as- équipes trop faibles en Ligue 1 pour être en danger, je pense. Moi, je les- cette année. Ah, mais moi, je les vois plutôt autour de la 7e, 8e. Ah ouais, carrément. Ouais. Alors, moi, je sais pas, mais en tout cas, si ça arrive à se maintenir, c'est déjà très bien pour eux. Ils auront fait. Tu vois, genre le truc où tu es allé à 10-12 en janvier, février, Voilà. et tu finis en mai. Je dis, bon, allez, la tu vois, champion, c'est derrière nous. 7-8. Allez, on Ouais. carbure en Tu championnat. vois, non, mais parce que C'est l'euphorie. il y a quand même une bonne dynamique, tu vois. J'aime beaucoup les discours qui n'ont rien à voir les deux, hein, d'Éric Roy et de Bruno Genesio. Bruno Genesio, il est satisfait de ce qu'il a vu et La il mentalité, est fier il a beaucoup parlé de de la mentalité. Ouais. ouais, la mentalité, vraiment la gagne, la niaque, etc. Et de l'autre côté, tu as Éric Roy qui se dit on va aller plus loin à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, tu as 10 points en Ligue des Champions en 4 matchs, c'est ça, hein. C'est énorme. Hein. Ah, c'est énorme. C'est énorme pour Brest. C'est quand même la seule équipe de l'histoire de la Ligue des Champions qui est invaincue En Ligue des Champions, c'est vrai. en Ligue des Champions. Ouais. Et tu te dis, plutôt que de se dire comme, je ne vais pas dire 99% des entraîneurs, mais comme beaucoup d'entraîneurs diraient, bah, c'est un conte de fées, c'est magnifique, c'est génial, il faut qu'on profite. Non. 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 C'est- C'est de l'ambition, c'est avoir de l'ambition. Bah, c'est Et ça, c'est nouveau en Ligue c'est 1. le même discours qu'ils tenaient la saison dernière en Ligue 1. Ouais, exactement. Nous, on disait, bon, ça, ça va, ils sont deuxième, On n'a pas troisième. l'habitude. On n'a pas Ah, l'habitude. non, de non, ça. on va aller au bout. Et, Ils sont allés au bout. bah, encore une fois, merci Eric pour tout ça, parce que c'est magnifique. Ah, c'est fort. Merci à Jork. King Eric ou Pep Genesio? Ouais, King Eric. Arrête, c'est King. Moi, j'avoue, Pep. Attends, moi, franchement, j'ai un j'ai peu un plus de mal. faible pour Pep aussi. Hein. Ah bon? Ah, moi, Attends, c'est je l'inverse. crois que c'est un des seuls coachs qui a réussi à battre et Mourinho, Et, et Ancelotti, et Guardiola. Guardiola. Ouais, enfin, moi, donc, Et encore un autre, non? Bah, j'ai Jürgen Klopp, Klopp, non mais je suis pas sûr que ça. Si, c'est sûr. Jürgen Klopp. on doit Moi, vérifier. ça fait longtemps que j'avais pas vu une de ces équipes bien jouer au foot quand même. Moi, j'avoue que quand il dit que ce soit à Rennes ou Lyon, c'était quand même. Non, Rennes, c'est sympa quand même par moment. Ouais, par moment. Ah bon? Oh, t'es dur quand même. Ouais, je suis dur. Non, Je- Rennes, c'est bah, sympa quand même. mais, Rennes, notre marronnier, qui toujours on t'annonce un truc de ouf et puis que ça finit en flop. Je crois que Genesio, il avait bien sa responsabilité là-dedans en tout cas. Mais bref, Moi, j'ai une petite pas trop, question peut-être. pour Ricky, parce que j'ai plein de copains strasbourgeois. Mm. Et tu me parlais de cette saison un peu compliquée, et où finalement vous avez joué l'Europe et vous êtes descendu parce que ça prend une énergie folle, autant physiquement que mentalement. Et je pense que c'est surtout mentalement que les gens ont du mal à assimiler, parce que tu as un peu des paillettes, enfin, Strass et paillettes, t'as compris, tu l'as. Ouais. Je l'ai. J'ai des copains qui ont été un peu marqués par ça, donc je sais pas comment amener, je sais pas si c'est une question ou un ressenti de quand tu vis un ascenseur émotionnel comme ça, tu vois, de te dire, t'arrives en Coupe d'Europe, t'as un club comme Strasbourg, qui est un club familial, qui était en tout cas à l'époque, il est un peu moins aujourd'hui, mais qui reste, qui essaie de le rester, tu vois, aujourd'hui. Comment tu fais pour bah, je sais pas, c'est une blessure que tu as en toi, c'est un truc que tu te dis, un échec, ou enfin, Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le vrai problème, c'est un sentiment un peu ambivalent. Parce que tu te dis, tu vis entre guillemets à compte de fait, parce que tu es en Coupe d'Europe, tu fais des déplacements, tu vas à Belgrade, la Roma, tout ça. Et quand tu reviens dans ton quotidien de la Ligue 1, alors soit tu prends les matchs par-dessus la jambe, soit il y a une vraie fatigue, donc du coup physique. Et en fait, tu rentres dans une spirale un peu inconsciente, en fait. Tu te dis, bon, j'ai le temps, la Ligue 1, c'est bon. Dès qu'on aura fini avec cette Coupe d'Europe, on se remettra au train de la Ligue 1, on va rattraper des points perdus, tout ça. Mais en fait, c'est pas le cas. Parce que non seulement tu perds de l'énergie, tu perds des joueurs. La cohésion. Il y a ça, parce qu'il y a des joueurs qui, des fois, qui sont frustrés de ne pas jouer en Coupe d'Europe, parce qu'ils sont un peu préservés pour le championnat. Donc, ça crée un décalage entre les joueurs du Dans le groupe. ouais. Et forcément, en plus, il s'avère que nous, on s'était qualifiés aussi pour les 16e, les 8e. On a perdu en 8e de finale à l'époque. Donc ça a été jusqu'au mois de février-mars. Mais quand tu arrives en mars et tu as un déficit de 5-6 points, c'est compliqué après derrière de... Bon, après, il y avait un contexte aussi particulier à l'époque aussi à Strasbourg. Hein. Il y avait des joueurs qui étaient partis entre-temps. Mika Pagis, grand joueur à l'époque, qui était parti à Marseille. Donc il y a eu aussi un manque de talent, entre guillemets. Mais est-ce que tu penses qu'à cette époque-là, pour ce club-là, à ce moment-là, tu vois, la qualification en Coupe d'Europe, c'est peut-être on dit souvent que c'est la pire chose qui pouvait arriver, tu vois. Cadeau empoisonné. Bah, Tu vois, mais est-ce qu'au final, c'est pas un danger? Parce que là, tu vois, pour avoir vécu un peu de l'intérieur à Brest cet été, la difficulté qu'ils ont eu pour faire un mercato cohérent avec très peu de moyens, et le nombre de joueurs qu'ils ont ramenés qui sont performants aujourd'hui, tu vois, c'est très, très, très dur. C'est très dur. Ouais, c'est dur. Donc comment tu fais pour
C'était qui les remplaçants à l'époque qui avaient plus de temps de jeu, mais par rapport à un niveau de Ligue 1, c'est compliqué, non? Ah ouais, c'était nous les jeunes qui jouons souvent. Mais après, il y a un décalage justement entre le 11 et ceux qui jouent moins, et la fatigue qui s'accumule. Mais justement, c'est ce que je pointais concernant Brest, c'est que le recrutement justement était cohérent. Et je pense que leur manque de moyens a été un peu pour eux salvateur aussi, hein, parce que du coup, ils ont gardé un groupe un peu restreint, mais un groupe qui était cohérent, c'est vraiment le terme. Hein, c'est des joueurs qui sont bien adaptés, on va dire, à l'effectif brestois. Ils sont pas partis aller prendre des stars ou surpayer des joueurs qui allaient peut-être vouloir performer en Champions League et ne lever la jambe aussi en championnat. Donc forcément, ils sont là, ils sont concrets, et je pense qu'ils prendront des points en Ligue 1. Et puis concernés. Ils sont tous concernés. Moins de joueurs. Exactement, c'est ça. Concernés. Que de recruter des joueurs pour recruter des joueurs, quoi. Tu vois, c'est ça. Ils n'ont pas vraiment fait une fixette sur Enfin, c'est la pression que j'ai de l'extérieur. Hein. Ils n'ont pas vraiment fait une fixette sur la Champions League. Ils ont pris les joueurs qu'il fallait, des joueurs qui connaissaient surtout plus la Ligue 1 que la Champions League, pour le coup. Vrai, ouais. Et la magie opère. Hein. Ouais, la magie opère, et Brest aujourd'hui 4e dans cette Ligue des Champions, nouvelle formule. Et puis on souhaite d'ailleurs... Allez, petite question et après on finit l'émission. Les 4 clubs français pour vous vont se qualifier, au moins ou pas? En 16e, oui. Ouais. Là, ça a l'air bien parti. En 16e, oui. En 16e, oui. Après, je suis plus inquiet pour Lille pour la deuxième partie de saison parce qu'ils peuvent avoir un départ de Jonathan David, un départ de Zegrova. Dès le mercato d'hiver, ouais. C'est pas impossible, quoi. Zegrova, ça peut, hein. Quand tu vois ce qui performe autant, il y a pas mal de clubs qui pourraient aller lorgner en disant c'est qui lui. Un club en danger en première ligue, ils mettent 30, 40. Tu vois, tout à l'heure on parlait de United. Moi, je ne verrais pas l'intérêt de Lille de lâcher Zegrova en janvier. Autant David, pour récupérer quelques deniers, mais non, mais même pour leur saison, parce que je pense qu'il y a aussi des places européennes à récupérer pour la saison prochaine aussi, pour Lille. Je suis d'accord. Bon, en tout cas, ça semble bien parti pour les clubs français en Ligue des Champions. Bravo à eux 4. Même si on attend un petit peu plus, évidemment, comme chaque semaine du Paris Saint-Germain. Merci les gars, c'était cool. C'était cool. Hein. On se retrouve très vite. On a pas Merci fait le Ricky. sujet de Lyon parce qu'on a trop parlé du. Bah oui, là, regarde, on est déjà à plus d'1 heure d'émission. Comme quoi, le Paris Saint-Germain, ça fait énormément parler. Merci Ricky, tu reviens quand tu veux, évidemment. Bien sûr. D'ailleurs, je reprends mes marques là. Non, il va revenir. On va mettre bien là. C'est bien, merci de l'invitation, c'est cool. Non, t'es ici chez toi, tu le sais très très bien. On va floquer ou on va graver le petit siège. Il va devenir consultant de la zone. Voilà. Moi je suis là. C'est noté, marqué, gravé dans la roche, comme dirait l'autre. Merci Jo, merci Bobo. On se retrouve très très vite. Merci aussi à vous. Il y a encore plein de choses évidemment qui vous attendent et qui nous attendent sur la zone. Restez branchés. Salut tout le monde, ciao ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.